Et salut à tous. Bah écoutez, aujourd'hui je suis super content et j'avoue un petit peu excité à l'idée de vous présenter mon premier unboxing. Donc je vous suggère de rester jusqu'à la fin parce que vous allez être surpris par le nombre de donateurs que j'ai eu pour cette séquence de unboxing. Donc ça commence fort avec non pas une mais 3 cartes mères identiques. Donc comme vous pouvez le voir, n'est-ce pas, parce que vous êtes des gens très perspicaces vu que vous êtes sur ma chaîne, ce sont des Asus P4P-EX. Cette carte est sortie en 2003 et elle est prévue pour recevoir des processeurs en socket 478, c'est-à-dire des Pentium 4 et des Celeron, pas de cette génération-là en tout cas. Et regardez bien, c'est qu'elle est bien dotée la petite. Un port AGP4X, 5 ports PCI, de l'USB 2.0 à profusion, une carte réseau 1 Gb intégrée, une carte son intégrée à 6 canaux, cool. Allez, on passe à une bête un peu plus rare et plus ancienne, une carte mère Soltec LCL75 KV+. Sortie en 2000, cette carte supporte les processeurs en socket A ou socket 462, ça rappellera des souvenirs aux potes de PC Team, à savoir les processeurs AMD de l'époque, c'est-à-dire les Athlon, Duron, Sempron et Athlon XP sur leur fin de vie. Cette carte mère est particulièrement intéressante car elle dispose à la fois d'un slot ISA, en bas en noir, pour les vieilles cartes donc, de slot PCI et d'un slot AGP4X. De ce que j'ai pu en lire, c'est par ailleurs une très bonne carte mère pour faire de l'overclocking. Affaire à suivre. Voilà une petite coquine qui m'a donné du fil à retordre et qui a dû en tromper plus d'un. Une ATI Unitech Optimus 9000-7500 LP, fabriquée par Unitech, une boîte coréenne, en toute fin de vie du chipset graphique à l'époque de sa fabrication, aux environs de fin 2003. Cette carte est une simple et très classique Radeon 7500, qui ne fera donc ni régner la paix entre les Transformers, ni les FPS sur votre machine si vous l'achetiez à l'époque. Alors ensuite, que n'avons-nous pas là quelque chose de très familier? Une petite Matrox G200, très facile à repérer à cause de l'emplacement de son slot pour ajouter de la mémoire. Donc là, on est vraiment dans le classique des classiques, à une époque où Matrox, qui fabriquait jusque quelques années auparavant uniquement des cartes à destination des professionnels de l'imagerie, s'est décidé à se lancer sur le marché du grand public. Ça parlera sans doute à certains d'entre vous si je vous parle de Matrox Mystique, la carte pour les gamers, de Matrox Millennium, plus pro et orienté OEM, ou de M3D, la tentative de Matrox de faire de la carte accélératrice à la mode 3DFX. D'ailleurs, si vous en avez une en stock, pensez à moi, parce que franchement, je suis vraiment curieux d'en essayer une. Et on continue donc avec une petite carte réseau 3Com, parce qu'on est un petit peu blasé, là ça fait du bien une petite respiration. Donc là une 3C920, une petite carte PCI capable de faire du 10 ou du 100 mégas. Et encore une carte mère. Il semblerait que le généreux donateur de cette dernière soit fan d'Asus, car en voici encore un exemplaire. C'est une carte mère en socket 370, prévue pour recevoir des Pentium 3 et des Celeron. Alors celle-ci a quelques spécificités déjà, c'est la première carte à avoir été équipée avec le chipset qu'elle utilise, le Intel i815EP, une version castrée de la carte graphique intégrée dont était équipé le i815E. Et franchement, c'est pas une grosse perte, d'autant plus que le fait de s'en débarrasser permettait à vous d'avoir un meilleur overclocking. Plus elle est dotée d'un port CNR, le petit port marron qu'on voit sous les ports PCI. CNR, ça veut dire Communication and Networking Riser, ce qui veut dire que c'est un port spécifique dédié à des cartes à bas coût, en l'occurrence essentiellement des modems, quelques cartes son et quelques cartes réseau. Il va falloir que j'en dégote quelques-unes là pour jouer un petit peu avec ça, parce que c'est vrai que pour moi c'est une première. Alors là, voilà une carte qui devrait vous faire de l'effet. Voilà une carte mère PC Chips M585 LMR, que l'on trouve aussi badgée éventuellement sous la marque Amptron. C'est une carte mère compatible socket 5 et socket 7, ce qui signifie qu'elle peut recevoir tous les processeurs de son époque en fait. Sinon, c'est une carte mère low cost assez classique, et mis à part le fait qu'elle soit en Baby AT, donc un tout petit format, et que son chipset Apollo MVP4, alias Viagra, qu'il intègre une carte graphique Trident Blade 3D capable de décoder en hard, du MP2, des DVD donc. Donc amusante cette petite carte, il y a des choses à faire avec. Mais je crois qu'on arrive au bout des cartes là. Alors après l'effort, le réconfort. Ah, Magic Carpet, jeu mythique de Bullfrog, sorti sous DOS en 94. Je me rappelle avoir à l'époque testé la démo, à 5 images par seconde sur ma machine, parce que c'était... voilà. Enfin bref. Donc comme vous pouvez vous en douter, Magic Carpet, c'est un jeu où on contrôle un tapis volant. Si.
en mode FPS en l'occurrence, un peu comme un simulateur de vol, de tapis du coup. On y incarne un magicien, et puis on se balade sur la gigantesque carte du monde qui est inspirée des Mille et Une Nuits. Pour réussir l'exploit de faire tourner correctement ce jeu en 94, le moteur 3D s'appuie sur une technologie de l'époque qui s'appelle le voxel. En plus d'un monde détaillé, il permettait des mouvements de sol par exemple. Je ferai un sujet là-dessus, ça peut être intéressant. Bon, allez, quoi qu'il en soit, qu'avons-nous là ? Fade to Black, encore un grand classique, un jeu français de surcroît. Sorti en 95, développé par Delphine Software, c'est la suite de Flashback, que certains d'entre vous ont dû jouer dans des émulateurs ou sur des consoles 16 bits. Sauf que là, on passe en 3D, et pour le coup, avec un certain succès. Et encore un jeu à tester, donc ça c'est plutôt cool. Et donc voilà, une petite Orange Box qui roule, c'est pas la même que la mienne, donc hop là dans la collecte. Un petit Rainbow Six Siege, que vous me verrez jamais tester sur cette chaîne, vu qu'il est sorti en 2015. Et une version boîte de World of Tanks, et avec un CD en plus. Ils font mieux que pas mal de jeux payants qui sortent en boîte sans support. Hein. Et l'excellent Dragon Age Origins, pour lequel il va vraiment falloir que je fasse un épisode là pour le coup. Et voilà, il y en a encore. Et qu'est-ce qu'il y a dans cette petite boîte hein mais on dirait bien que c'est une orgie de processeurs, là. Allez, on commence par un 486 DX266 de chez AMD. 1 million de transistors pressés en 93 pour faire tourner un bon Duke Nukem 3D ou un petit Descent. Et on continue donc avec un 486 DX33 de chez Intel cette fois-ci, sorti des chaînes du constructeur en 89. Et tiens donc, qu'est-ce que ça ? Et pourquoi cette couleur de je sais pas quoi, là ? Après recherche, figurez-vous qu'il s'agit d'un Pentium 133, custom spécial géant vert, j'imagine. Et encore un autre Pentium, donc à 120 MHz, celui-ci. Alors pour les plus jeunes, il faut bien comprendre qu'à cette époque, la fréquence c'était tout. Du coup, le Pentium 133 d'avant, il est 11% plus puissant que ce processeur, vu qu'il va 11% plus vite, quoi. Les petits farceurs de chez AMD, ils sont jolis les K6-2, mais alors, pour lire leur fréquence à l'œil nu, c'est déjà pas évident. Alors avec une caméra, donc celui-là, il est à 450 MHz, et son copain d'après à 400. Pour la petite histoire, c'est AMD pour ses processeurs qui a prolongé la vie du Socket 7. Oh, qu'il est petit et mignon ce petit Cordio à 1 Go 6. Il était une solution de choix en 2004 pour les ordinateurs portables et les PC de bureau. Et on retourne chez les rouges. Non pas un, mais deux Duron à 650 MHz. Le Duron était à l'époque la réponse d'AMD pour concurrencer les Celeron, des processeurs relativement performants, mais surtout pas trop chers, et au final globalement meilleurs que la solution d'Intel. Les overclocking au crayon à papier, mais ça c'est une autre histoire. Et nous voilà de retour chez les bleus. Un petit Pentium 3 750, donc en socket celui-là, pas en cartouche. Je vous ai parlé du slot 1 là sur le processeur précédent. Il faut savoir que AMD s'est décidé donc un petit peu plus tard, donc un an plus tard, à développer son propre système de slot qui s'appelle le slot A. Faut les inverser parce que littéralement, sur les cartes mères, c'est le même support mais à l'envers. On ne faut pas se tromper de processeur. Hein. Et donc sorti en 2000, et tiens, non pas un, non pas deux, mais 6 Pentium 3 866, dont un produit pour IBM, sorti en 2001, soit un an plus tard que le reste de la famille. Et autant les Durons d'AMD étaient meilleurs que les Celeron à fréquence égale, autant en ce qui concerne les Pentium 3 et les Athlon, du coup ça fait presque bizarre de retrouver un Celeron de la même période. Hein. Celui-ci est cadencé à 733 MHz et a, comme toute sa petite famille, un bus à 66 MHz, versus 100 MHz pour les Pentium 3. Et c'est aussi la raison pour laquelle ils coûtaient moins cher. Allez, une dernière excursion chez les rouges pour cette vidéo avec un Athlon XP 1800+, de 1999. Vous savez pourquoi 1800+? C'était une grande époque qui avait été initiée à l'époque par Cyrix, où tous les constructeurs faisaient des équivalences avec les processeurs Intel à fréquence égale, c'est-à-dire notre petit 1800+, en fait, était censé être équivalent à un processeur Intel à 1 Go 8, mais lui, il mouline seulement à 1 Go 5. Oh, la belle chose, un petit Pentium 166 with MMX Tech de 1995. MMX comme Multimedia Extension. Là aussi, je ferai une vidéo spéciale sur le sujet, parce que c'est un sujet qui me plaît beaucoup, et que c'est une technologie qui a été au centre de pas mal de polémiques. Mais je vous spoil pas trop le truc, on va en garder un petit peu sous le coude. Allez, encore deux, mais il va falloir me croire sur parole, parce que là, on n'y voit pas grand-chose.
Cela dit, c'est difficile même à l'œil nu, donc bon, hein, vous m'en voudrez pas. Donc le premier, c'est un Pentium 4 à 2 Go 8, en socket 478, comme vous pouvez le voir. Et le second, c'est son petit frère, mais à 2 Go 4. Et pour finir, dans sa boîte d'origine en plus, donc nous avons ici une manette PC ProPad 6 de marque STD, pour PC, comme le connecteur et son nom l'indique. Cette manette est peut-être familière à certains d'entre vous et c'est normal, elle a existé sur la Super NES, la SN ProPad, la Mega Drive, la SG ProPad, la PlayStation, la PS ProPad, si je vous jure, la Saturn, la ST ProPad, et probablement encore quelques autres, mais bon, c'est celle que j'ai trouvée en tout cas. Pas grand chose à dire à part ça, donc du coup j'en profite, je digresse un peu parce que l'histoire est amusante. Pour mémoire, donc la marque STD a disparu en 95, pour expliquer que ce design spécifique est disparu après tout. Mais STD détenait aussi à l'époque une autre techno qui s'appelle Gamshark, par le biais d'une de ses filiales qui s'appelait Interact. Jusqu'au dépôt bilan définitif de la boîte qui possédait tout ce petit monde, Ricoton, en 2001. Et du coup, c'est Mad Catz qui rachète le nom de Gamshark et qui en continuera l'exploitation donc jusqu'au début des années 2010. Et je pense que vous connaissez tous quelqu'un qui a eu un Gamshark ou qui a triché avec un Gamshark. Et voilà, on est à la fin de cette vidéo. Et donc merci 1000 fois aux généreux donateurs de Slow. Et ça s'entend pas, mais quand je dis « oh », je parle non pas de plusieurs personnes, mais bien d'une seule personne. Et donc merci à Aurélien Richard pour tout ça. On reverra des morceaux dans les vidéos à venir, c'est promis. Ce qui me fait penser, si jamais vous voulez m'envoyer du matériel ou des jeux, n'hésitez pas à me contacter par mail à l'adresse suivante, donc l'archiviste en un seul mot, .it@gmail.com. Sur ces bonnes paroles, je vous abandonne et puis je vous dis à la prochaine.